Parce que les limites d'une lacune reflètent l'agressivité du processus lésionnel. C'est un indice de l'activité de la tumeur ou de la lésion. Et il va croissant de gauche à droite du tableau. Je vous donne un exemple. Voilà cette image, on la reverra dans un instant, je ne vous donne pas tout de suite le diagnostic. Mais voyez quelle est cette lacune bien centrée dans l'extrémité du radius. Eh bien, elle est parfaitement limitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regarde en macroscopie, je vais voir une limite extrêmement nette entre la lésion d'un côté et l'os de l'autre côté. Et si je regarde encore au plus fort grossissement, je vois cette limite nette qui correspond à une faible agressivité, un caractère non infiltrant de la lésion. À l'inverse, je prends cette image à limite floue et si je regarde l'histologie, je vois qu'au centre il y a de la destruction, certainement, on est ici, mais quand je m'approche des bords, eh bien, il y a une infiltration, c'est-à-dire que les travées osseuses sont encore en partie présentes, mais la lésion ou la tumeur, je fais exprès de ne pas dire systématiquement tumeur, on y reviendra, eh bien, vient s'infiltrer entre les travées osseuses. C'est ça, les limites, c'est un reflet de l'infiltration lésionnelle. Vous comprenez que c'est un élément absolument essentiel de l'analyse. Quand je suis devant une lacune, je regarde ses limites, comme ici. Vous voyez que là, c'est, disons, plus ou moins net, et puis en bas, non, en bas, ça devient flou. Comment je fais? Je mets mes doigts comme je dessine ce triangle, et je regarde si je suis capable de dire où s'arrête la lésion et où commence l'os normal. Si je suis capable de le dire, c'est une image à limite nette. Si comme, à peu près comme en haut, pas tout à fait. Si comme en bas, je suis incapable de dire où est la limite, c'est-à-dire qu'il y a une zone de transition entre l'os normal et la lésion, eh bien c'est une lésion infiltrante. Voilà un autre type de lésion infiltrante. Il n'y a pas un seul trou, mais il y a un aspect mité de l'os, ou même feuilleté. Ici, c'est ce qu'on appelle le type 2, mité, et ici, le type 3, feuilleté. C'est une tumeur. Alors, la deuxième composante de l'image, peut-être un petit peu plus compliquée que la première, avec laquelle vous êtes plus familier, c'est l'étude de la corticale et de la réaction périostée. Alors, j'ai fait cette classification pour simplifier les choses, mais elle contient la totalité des informations nécessaires. En haut, vous avez ce qu'on appelle une hyperostose, que vous, rhumato, vous appelez hyperostose, c'est-à-dire un épaississement de la corticale. En dessous, vous avez des lamelles bien distinctes de la corticale, que vous voyez ici, la réaction périostée lamellaire. En dessous encore, troisième ligne, ce sont les soufflures corticales. On a l'impression qu'on a soufflé dans l'os et qu'il a augmenté de taille. Et en bas, c'est la rupture corticale avec des réactions périostées discontinues. Alors, premier élément, premier type de ces anomalies corticales et périostées, c'est ce que l'on appelle l'hyperostose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types bien différents d'hyperostose. Dans ce cas-là, en fait, nous sommes habitués à regarder le périoste, la ligne externe de l'os. On est familier avec ça. On n'est pas habitué à regarder l'endoste, la ligne interne de la corticale. Quand vous avez un processus central, il est capital d'analyser cette ligne, parce que la ligne de front se trouve là. L'os qui s'oppose à la corticale n'est que réactionnel à cette ligne de front. Si, dans un os normal, l'endoste est parfaitement net et rectiligne, quand le processus est bénin, cet endoste est quiescent, pardon, cet endoste est parfaitement respecté à sa place. Dès que vous voyez ces encoches endostées ou un élargissement de la cavité médulaire, eh bien, ça veut dire que le processus est actif. En d'autres termes, hyperostose, endoste normal, chronique, quiescent, hyperostose avec encoche endostée, égale lentement actif. Voilà par exemple une ostéomyélite chronique chez un enfant. Vous voyez que certes, il y a une hyperostose, mais avec le calibre de la cavité médulaire n'est globalement pas modifié. Vous voyez que vous suivez parfaitement la ligne d'endoste. C'est une ostéomyélite chronique. À l'inverse, cette image que on pourrait considérer comme quiescente, eh bien, avec un épaississement cortical, une hyperostose, vous voyez que si vous mesurez ici la cavité médulaire, elle est élargie par rapport à la cavité médulaire normale. Vous auriez l'autre côté pour comparer, ce serait absolument flagrant.
Voilà, c'est un chondrosarcome, c'est que les chondrosarcomes de degré 1 ou 2 évoluent très lentement et c'est pour ça qu'ils sont trompeurs, parce qu'il n'y aura pas les signes patents d'agressivité. Voilà un autre chondrosarcome un peu plus agressif. Vous voyez que c'est une lésion qui est encore à peu près contenue dans l'os. Vous voyez ces énormes encoches endostées qui sont le reflet direct de l'agressivité dans les chondromes. Je vous le dis tout de suite, c'est ce qu'il faut rechercher, c'est un élément essentiel, c'est y a-t-il des encoches endostées. Deuxième cas de figure, la réaction périostée continue, c'est-à-dire des lamelles récentes. Elles sont toutes récentes, elles sont toutes actives, elles traduisent forcément un processus récent parce qu'en quelques semaines, ça donnerait une hyperostose. Si vous voyez cette lamelle, c'est que c'est actif. Mais le point essentiel ici est d'essayer de dénombrer le nombre de lamelles. Quand il y en a une seule, c'est unilamellaire, c'est une signification. Quand il y en a plusieurs, c'est complètement différent, je vais y revenir, a fortiori quand c'est spiculé comme ici. Donc là, ça veut dire c'est actif mais physiologique, et là c'est très actif. Voilà. Alors, voici par exemple une réaction périostée unilamellaire. Vous avez ici cette couche d'os unique qui en fait est le témoin d'un ostéomostéoïde que vous ne voyez pas, souvent on ne le voit pas sur les radios. La seule chose que l'on puisse voir, c'est cette réaction périostée unilamellaire. En voilà un autre. Là, vous le voyez, le nidus, et vous voyez cette très belle réaction périostée unilamellaire. En fait, la réaction périostée unilamellaire est active, c'est un signe d'activité, mais curieusement, ça ne se rencontre pratiquement, que dans les processus bénins, dont j'ai mis ici la liste, l'ostéomostéoïde, mais pas seulement. Par exemple, l'ostéomyélite aiguë, le granulome eosinophile et pour vous, rhumato, la fissure osseuse. Parfois, le seul signe de fissure osseuse, c'est une petite réaction périostée unilamellaire. Ça, c'est complètement différent, cette image. Vous avez plusieurs réactions périostées. Vous voyez, lamellaire, c'est pas normal. Parce que normalement, vous savez que le périos, c'est pas une seule couche, contrairement à ce qu'on croit. C'est plusieurs couches conjonctives. C'est plusieurs couches de fibroblastes. Normalement, seule la couche qui est contre l'os, ce sont des fibroblastes qui contiennent des phosphatases alcalines. Les autres couches, non. Donc si vous stimulez l'os de façon aiguë, seule la première couche répond. Et vous avez la fabrication d'une couche unilamellaire. Si vous avez une stimulation non physiologique, une décharge de cytokines importante et durable, à ce moment-là, il y a transformation des fibroblastes sur plusieurs couches en préostéoblastes et vous avez élaboration de plusieurs couches. Comme ici, dans les sarcomes, dans un Ewing, parce que c'est typiquement dans les Ewing que l'on rencontre ces réactions périostées, ou comme ici, vous voyez ces réactions périostées spiculées, spectaculaires, que vous connaissez. Alors ici, je fais une petite pause dans les réactions périostées, et je vous emmène un petit peu quand même vers l'IRM, pour qu'on acquiert des notions d'IRM. Regardez cette image. Ici, je ne voyais que la réaction périostée. Dans l'os, je ne vois rien, ou presque. Peut-être là, quelque chose, mais pas sûr. Voilà l'image IRM correspondante. C'est fabuleux. Vous voyez qu'on n'a pratiquement pas de destruction osseuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet ostéosarcome est une maladie d'abord médulaire, des espaces médulaires. Elle détruit l'os en fin de course, finalement. Ça, c'est la première élément que je voudrais vous montrer. Le second élément, c'est que quand une tumeur est très agressive, elle va tellement vite dans les espaces médulaires qu'elle ne détruit même pas l'os. Finalement, quelle est l'image la plus agressive? C'est là où il n'y a pas d'image. C'est paradoxal. Ça veut dire que la tumeur est capable de franchir les plans anatomiques, elle est capable de franchir les travées spongieuses et même la corticale, de passer des deux côtés de la corticale sans détruire l'os. Et ça, c'est la pire des agressivités. C'est caractéristique des lymphomes et des sarcomes d'Ewing. Et aussi de certains ostéosarcomes les plus agressifs. Moi, j'appelle ça tumeur in, tumeur out. Quand vous voyez de la tumeur dans la cavité médulaire, de la tumeur dans les espaces, dans les parties molles, avec entre les deux une corticale conservée, ça veut dire qu'elle est capable de traverser les murs. Ça, c'est lymphome et Ewing et quelques ostéosarcomes très agressifs. Je
je voudrais Super bien. vous montrer, voilà, donc je vous montrais ici l'envahissement médulaire, mais je voudrais vous montrer autre chose ici, c'est les limites en IRM. Regardez les limites, les flèches bleues. Normalement, on vient de dire que les processus agressifs ont des limites floues. Mais ça, c'est une notion de radiographie, de scanner. En IRM, c'est le contraire. Les tumeurs, les métastases, le myélome, pratiquement toutes les tumeurs, même les plus agressives, pas toutes, mais presque toutes, ont des limites nettes. Et à l'inverse, les processus inflammatoires ont des limites floues. Et c'est très surprenant, il faut vraiment, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. C'est ce qui permet de faire le diagnostic entre tassement B1 des éléments, qui permet de faire la différence entre tassement bénin et tassement malin. Si vous voyez un hyposignal dans une vertèbre parfaitement limitée, eh bien ce n'est pas bénin, c'est caractéristique d'une métastase osseuse, parce que dans les fractures récentes, il y a un œdème, et l'œdème est progressif vers l'os normal. Donc en IRM, c'est le contraire des radiographies. Alors, la réaction périostée plurilamellaire, je vous l'ai dit, c'est essentiellement les sarcomes. Troisième type de réaction périostée, c'est la soufflure corticale. Alors, c'est une image, soufflure corticale. Vous avez déjà essayé de souffler dans un os, vous allez vous fatiguer avant lui. Prenez l'os du pot-au-feu de l'ossobuco la prochaine fois au restaurant et soufflez dedans. Si vous arrivez à le déformer, ben vous me l'amenez. Hein? On ne peut pas déformer un os. Comment souffle-t-on un os? Eh bien, en l'érodant de l'intérieur. Et si l'on ne détruit pas le périoste qui est compliant reconstruit la corticale un peu plus loin et la lésion augmente de taille. Donc c'est du reconstruit, il faut le comprendre. Si le périoste est entièrement respecté, s'il n'est pas détruit, la coque périostée, la soufflure corticale sera continue. S'il détruit le périoste à un endroit, la soufflure corticale sera discontinue. Voilà des exemples de soufflure corticale continue. Vous voyez, par exemple, ici, dans une tumeur brune, au milieu dans une TCG, et puis à droite dans un plasmocytome solitaire. Je vous aurais montré une métastase de thyroïde ou de rein, eh bien la corticale serait soufflée et partiellement détruite. Donc voilà la gamme des lésions soufflantes, et vous l'aurez sur le site, car je n'ai pas le temps de vous la détailler. Alors, dernier cas de figure, la rupture corticale. Et la rupture corticale, eh bien, c'est un signe évident d'agressivité, ça va de soi, je ne vais pas insister, avec ou sans réaction périostée. Voilà un exemple de tumeur avec une destruction corticale complète par endroit. Il y a un aspect mité de l'os très inquiétant dans un sarcome d'Ewing. Rupture corticale, un réflexe, ou plutôt un anti-réflexe. Votre réflexe, c'est tumeur. Non, non, on verra, je vais essayer de vous le répéter. Devant un signe d'agressivité, c'est une infection ou une tumeur. Alors là, on est moins mal parti pour le diagnostic. En conclusion de cette première partie, nous avons vu qu'il y avait finalement 4, on simplifie, et ça fonctionne quand même, il y a finalement 4 signes d'agressivité. Il y a les limites floues, la destruction corticale, les réactions périostées plurilamellaires, on les a vues, les soufflures corticales discontinues et l'envahissement des tissus. Finalement, toutes choses que vous saviez déjà. Mais peut-être un peu plus nuancé, il y a 4 signes d'activité, car tous les processus peuvent être ni très agressifs, ni quiescents. Et ces 4 signes d'activité qu'il faut retenir, ce sont les encoches endostées, c'est la réaction périostée unilamellaire, c'est la coque périostée, soufflure corticale, d'accord, continue, et la dernière ligne, c'est une bêtise de ma part, parce que je l'ai oublié de l'enlever, mais vous m'en voudrez pas, j'en suis sûr. Alors, à la fin de ceci, je vois que vous êtes très concentrés, vous rigolez même pas quand je vous raconte le truc. Moi, quand j'étais interne, quand je préparais l'internat, le conférencier à peu près à minuit a attendu minuit pour nous dicter une recette de cuisine.
Et on a tous continué à noter, parce qu'on écrivait les questions d'internat à l'époque, elles n'étaient pas renéotypées, et on les écrivait, on était tellement fatigués qu'on a continué à écrire la recette de cuisine à la suite de la question biologique. Vous êtes dans cet état, je prends ça comme un compliment. Alors, un seul signe d'activité ou d'agressivité, eh bien, on déclare, donc voilà la conduite pratique, pardon. Si j'ai un seul signe de ce que l'on a vu, je déclare que c'est potentiellement actif. Je n'attends pas, sauf si j'ai une explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai une septicémie et qu'il y a un foyer, je ne vais pas faire une biopsie. Mais sinon, si je n'ai pas une explication franche de la situation, je suis acculé à la biopsie. Et j'ai le diagnostic. J'ai le diagnostic. 98% des cas, j'ai le diagnostic. C'est une tumeur ou une infection. Attention, attention, il y a 3 types de tumeurs, les métastases, les hémopathies et les tumeurs primitives. Et il y a 4 types d'infections. Les infections à germe banal, la tuberculose, les parasitoses et les autres. Ça doit être réflexe dans la tête. Si je n'ai aucun de ces signes, je dis bien aucun, y compris la clinique, ou alors une clinique qui probablement n'a rien à voir, une douleur qui n'a rien à voir, pas d'antécédents et ainsi de suite, et que j'ai des signes quiescents, une lacune bien limitée, une corticale normale, des parties molles normales, pas de réaction périostée, ou simplement une hyperostose avec un endoste normal, je considère que c'est quiescent. Je considère, je n'ai pas dit que c'était fini l'histoire, mais j'ai le temps du temps. J'ai le temps de dire au patient, ben, on va attendre 3 mois, on va attendre 6 mois, et on va voir ce que ça donne. Voilà, présence d'un ou plusieurs signes d'agressivité ou d'activité lésionnelle, pseudotumeur, voilà, une corticale qui disparaît, infection, chez l'enfant c'est un réflexe pour les pédiatres, histiocytose langerhansienne, qui ressemble de près à une infection, métastase, hémopathie, et à la fin seulement, tumeur primitive. Alors, nous sommes armés pour, dans les 3 heures qui suivent, faire quelques exercices. Alors, le premier, c'est celui-ci, donc un garçon de 13 ans, qui a une douleur du poignet, voilà, tout simplement, et puis on fait une radio, on trouve ça. Je suis sûr que j'entends le diagnostic. Dans votre tête. C'est une dysplasie fibreuse des os, ou un fibrome non ossifiant, d'ailleurs, c'est des images extrêmement proches. Alors, ça c'est simplement pour vous donner la définition radiologique d'une dysplasie fibreuse des os. Moi, je vous donne ça parce que ça m'a bien aidé dans le passé. Bon, je l'ai un peu amélioré avec le temps. Mais voilà pour moi, ce qui fait penser à une dysplasie fibreuse des os, c'est une image centrale. Ça, c'est le point capital. Dans un os long, ce n'est pas toujours vrai, mais typiquement dans un os long ou dans une côte. Elle est allongée. Ça, tout de suite, ça fait tilt. Les tumeurs sont en règle générale rondes ou ovales. Là, elle est très allongée. Elle est métaphysodiaphysaire et elle épargne pratiquement toujours l'épiphyse qui remettrait en cause le diagnostic. Elle est limitée par un liseré de condensation. Vous le voyez ici, ce liseré là, hein, elle est cerclée. Oui. Je vais y revenir dans un instant. Et elle contient un verre dépoli. Alors, qu'est-ce que c'est que le verre dépoli? C'est par exemple cette autre image. Vous voyez, je vais partager. Qui est aussi une des caractéristiques possibles de la dysplasie fibreuse des os. Donc ça pourrait faire penser à... Ça devrait être ostéolytique. Si vous regardez bien, ce n'est pas assez radiotransparent pour le trou que ça représente. En fait, c'est relativement opaque à l'intérieur. On a l'impression qu'on a fumé à l'intérieur. On ne fume plus dans les boîtes de nuit, mais avant, dans les boîtes de nuit, quand j'y allais, eh bien, il y avait cette ambiance-là, vous voyez. Ou alors, quand vous prenez un thé, vous versez une goutte de lait dans votre thé, vous voyez, c'est pas comme un café au lait bien blanc, vous voyez, c'est un thé avec une goutte de lait, c'est légèrement opaque. Ça, c'est caractéristique du verre dépoli. Vous savez ce que c'est que le verre dépoli? C'est quand on habite au rez-de-chaussée, qu'on veut avoir de la lumière, mais qu'on ne veut pas être vu par les passants. Alors, on prend un verre, on le polit sur un côté et on ne le polit pas sur l'autre. Ce qui
qui permet à la lumière de rentrer et de ne pas être vue. C'est légèrement opaque, c'est exactement ça, le verre dépoli. Voilà ce que ça donne en scanner, vous voyez. C'est comme de l'os, mais c'est plus pâle que de l'os. Et c'est homogène. C'est ça le verre dépoli, qui est presque pathognomonique de la dysplasie fibreuse des os. Ça se voit que rarement dans des ostéosarcomes très bien différenciés, qui sont extrêmement rares, je vous rassure. Alors pourquoi ça a cet aspect en verre dépoli? Parce qu'il y a à l'intérieur du tissu fibreux une multitude de petits foyers d'ossification métaplasique en caractère chinois. Et ceci, c'est ce qu'on voit à l'échelon microscopique, mais à l'échelle macroscopique, ça donne le verre dépoli caractéristique. Une leçon, pourquoi j'ai mis ce cas ici au début des exercices? Parce que votre réflexe, c'est image d'allure tumorale égale tumeur primitive. C'est un mauvais réflexe, abandonnez-le. Pourquoi faut-il l'abandonner? Parce que vous êtes des adorateurs des statistiques qui passez votre temps à comparer des études et voir quel est l'anti-TNF qui est supérieur à l'autre. Donc vous ne pouvez pas les oublier, ces statistiques maintenant. Et si vous regardez les statistiques dans les lésions osseuses, il y a 1000 pseudotumeurs comme la dysplasie fibreuse de Paget, l'infarctus ou la fissure, par rapport à 100 métastases, 10 hémopathies et une tumeur primitive. Donc j'ai l'habitude d'évoquer les diagnostics dans cet ordre. Et j'ai une façon de retenir, parce qu'il faut bien retenir ces dizaines de diagnostics, vous l'aurez certainement sur le site. Je divise les pseudotumeurs en infections et infections-like. Je mets le SAFO dedans. Les oses, c'est toutes les maladies générales. Hein. Les scintille plus, ce qu'on découvre sur une scintille par hasard. Alors sur une scintille, on trouve un Paget, une dysplasie, un infarctus, des fissures ostéoporotiques, vous savez qu'elles peuvent être asymptomatiques. Et en dernière analyse, les tumeurs brûlées. Et ensuite, métastase, qui est le deuxième en fréquence, les hémopathies et seulement à la fin les tumeurs primitives. Cas numéro 2. Je vais vous montrer des images épiphysaires. Je vais vous montrer 4 cas qui montrent des images épiphysaires. Voici le premier cas. Vous avez une très belle lacune dans la glaine. Ne mentez pas. Je sais que vous auriez tous pensé à une tumeur. Soyez honnêtes. Vous auriez pensé à un kyste anévrismal, vous auriez pensé à peut-être un plasmocytome. Vous n'auriez pas pensé du tout, vous auriez montré le cliché à l'arrêt d'eau. Mais c'est pas bien d'être paresseux, il faut le montrer à l'arrêt d'eau, mais réfléchir avant quand même, qu'on puisse discuter, qu'on ait un sujet de conversation. Une autre lacune épiphysaire. Vous voyez, en voici une autre chez un garçon de 16 ans, un ado de 16 ans, vous voyez cette lacune ici. Voilà. Et puis une troisième, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, là, il y a un principe extrêmement important. Quand j'ai une lacune, ou une image, je mets le centre. Toujours, je mets le centre de l'image. Le centre de l'image, pourquoi? Le centre de l'image me donne le point de départ. Et ça construit mon raisonnement. Regardez ces 4 lacunes. Ici, j'ai un point de départ épiphysaire vrai. Là, voilà la ligne de fusion du cartilage de croissance. Vous voyez qu'elle passe dans la tête. Hein. Une partie de la tête est d'origine métaphysaire et métaphysaire. Cette lacune qui déborde dans la tête, elle est métaphysaire étendue à l'épiphyse. Rien à voir. C'est n'importe quoi, ça. Et celle-ci, très spéciale, le centre est sur le cartilage de croissance. Je vous le dis tout de suite d'ailleurs, le centre sur le cartilage de croissance égale TCG. Ça marche presque toujours. Alors, si j'applique, si je respecte mes règles, mes propres règles, qui sont d'évoquer les choses dans cet ordre, par ordre de fréquence, eh bien, je vais dans les pseudotumeurs. Si j'ai une lacune épiphysaire, eh bien, c'est une arthropathie jusqu'à preuve du contraire. Je commence par regarder l'articulation. Je ne fonce pas dans les tumeurs. C'est beaucoup plus fréquent d'avoir une géode arthrosique ou une énorme géode de CCA que d'avoir une tumeur assulgente ou je sais quoi, ou un chondrosarcome acénucléaire. Soyez raisonnables. Ah, je me transforme en Père Larigueur là. Tout. Alors, cette image
Eh bien, si je la parcours, eh bien, je vois qu'à un endroit, il y a un petit pertuis. Et c'est une image extrêmement fréquente. Elle est partout dans les toits de cotyles, dans les genoux, dans la glaine de l'omoplate. C'est une géode sous un clapet. Quand j'ai un petit pertuis ostéochondral, eh bien, le liquide est poussé dans l'os sous-chondral. Et si le pertuis est tout petit, il ne peut pas refluer et ça crée une lacune. Ça se voit dans l'arthrose débutante, dans les ostéochondrites, dans les fractures ostéochondrales par exemple. Et c'est la lacune épiphysaire de loin la plus fréquente, beaucoup plus que le chondroblastome ou les autres lésions épiphysaires. Voilà encore le petit, vous voyez, voilà le pertuis, il y a même un petit gaz là qui est entré par le trou. Voilà le pertuis ici. L'IRM, ça aide très très fort parce que ça montre que c'est liquidien et que ça ne prend pas le contraste, à l'exception de la paroi kystique. Cette image, limitée à l'épiphyse, avec une articulation normale, c'était un chondroblastome. C'est de loin la tumeur épiphysaire la plus fréquente. Et cette image, là où il y a cette étoile, le centre se trouve sur, sur le cartilage de croissance. Point essentiel. Et elle va jusqu'à l'os sous-chondral dont elle respecte une fine lamelle. Elle va jusqu'à l'os sous-chondral dont elle respecte une fine lamelle. Elle se trouve dans le genou ou dans le poignet. C'est caractéristique de la tumeur sous-jacente. Donc il faut mettre le centre géométrique d'une image. Il faut savoir le mettre en hauteur. Je viens de vous le montrer. C'est un réflexe absolu. Dès que je donne plus de 2 localisations, métaphyso-épiphysaire, os et tissu mou, je dois mettre le centre. C'est comme ça que je décide si une lésion vient des tissus mous ou vient de l'os. Prenez cette image. J'ai mis le centre tout à l'heure. Diaphyse. En hauteur. Là, c'est dans la diaphyse. Elle est allongée. Mais je vais faire autre chose. Je vais mettre le centre en largeur aussi. Il me faudrait 2 incidences normalement. Je mets le centre en largeur. Qu'est-ce que ça m'amène? C'est un plasmocytome solitaire, peu importe. Quand j'ai un centre qui est dans la cavité médulaire, au scanner ou sur 2 incidences orthogonales de radiographie, eh bien j'ai un point de départ dans la moelle osseuse. Et qui dit moelle osseuse, ben, j'ai affection de la moelle osseuse. J'ai les infections, les ostéites aseptiques, notamment la dysplasie, le SAPHO aussi, la dysplasie fibreuse, bien entendu, et bien sûr, métastase, hémopathie et certaines tumeurs primitives. K6, eh bien, je vous laisse la regarder. Épiphyso, métaphysaire. Voilà. Diaphyso et métaphysaire. J'ai une lacune. Vous la voyez. La lacune, elle est à la diaphyse. J'ai 2 incidences orthogonales. Diaphyse. Donc elle est pas exactement centrale, mais presque. Elle est centrale un peu excentrée. Hein, le centre serait là. Et elle est collée à un endoste. Hein, vous voyez qu'elle est collée à l'endoste de ce côté-là, elle n'est pas collée de l'autre. Elle est chez un sujet jeune. Elle est polylobée. Elle est diaphysaire ou métaphyso-diaphysaire. Il n'y a pas d'objet cortical. Surtout, elle est 1 à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 à 1, ça veut dire une lacune. A, ça veut dire limité par la condensation. Et 1, ça veut dire que la condensation est à bord net sur ces 2 versants. Ça veut dire que l'image est cerclée. Je vais vous montrer tout à l'heure une autre condensation. Et ça, c'est un cadeau qu'on vient vous offrir. On vient vous mettre le diagnostic sous les yeux, comme sur un plateau. Sachez le ramasser ou le cueillir. En effet, il y a 2 types d'images avec une condensation périphérique. 2 types de condensation périphérique, pardon. Celles qui sont cerclées, où la condensation est nette sur ces 2 versants, et celles où la condensation est progressive vers l'os normal. Elles ont une signification radicalement différente.
La première, celle-ci, est caractéristique des lésions fibreuses bénignes. C'est caractéristique de la dysplasie fibreuse des os et du fibrome non ossifiant. C'est un diagnostic important. 30% des enfants auraient un fibrome non ossifiant si vous faites des radiographies de l'ensemble du membre. C'est important de le savoir. L'ostéolyse cerclée, ou en cocarde, ou nette sur ces deux versants, se voit essentiellement dans les lésions fibreuses bénignes, dans des kystes et dans des lipomes. Que des choses qui sont. Deuxième type de condensation, cas numéro 7, ce garçonnet qui a des douleurs nocturnes, lui, d'horaire inflammatoire. Vous avez, c'est peut-être insensible, mais vous voyez la condensation. Vous avez du mal à la voir parce qu'elle est progressivement dégressive vers l'os normal. Ça, c'est une condensation inflammatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, vous avez cytokine, vous avez je sais pas, de interleukine 1 ou je sais pas quoi, en titre de TNF, 100 picogrammes. Là, je mesure, hein, on a un appareil maintenant en radio, on le cache, mais pour mesurer la concentration en cytokine, alors 100 ici, 99, 90, 80, 70, 60, 50. Et c'est pour ça, et ces cytokines sont en même temps pro-inflammatoires et pro-ostéogènes. Si vous faites une IRM, il y a de l'œdème. Il y a d'abord de l'œdème et ensuite de la condensation. Et comme l'inflammation diminue progressivement, l'œdème et la condensation sont progressives. Voilà ce que vous verrez en IRM. Ici, une image d'abcès caractéristique, hypo un peu hyper en T1 d'ailleurs, parce que le PU est parfois hyper en T1, hyper T2, liquidien, et puis prise de contraste fine, parce qu'il y a du PU au centre. Et vous voyez l'œdème, vous voyez tout ça, ça c'est la lésion elle-même, et ça c'est l'œdème réactionnel. Voilà, hypo T1 à limite floue. Hyper T2 modéré, n'effaçons pas les structures normales. Hyper T2 modéré, n'effaçant pas les structures normales, à limite progressive. Et normalisation quand j'injecte du contraste. Quand j'injecte du contraste, l'œdème s'efface sur le T1 Gado. Ça c'est tout à fait caractéristique donc de la condensation due à un abcès de Brody chez cet enfant. Les lésions inflammatoires qui s'accompagnent d'un œdème, comme vous l'avez vu ici, ou d'une condensation œdème en IRM, ou condensation progressivement dégressive en radiologie, eh bien ce sont les infections, ou ce qui ressemble à une infection, le SAPHO, ou les spondyloarthrites, l'histiocytose langerhansienne qui est très inflammatoire, et les tumeurs, métastases, hémopathie, tumeurs primitives. Et puis là, très intéressant, beaucoup de sarcomes sont inflammatoires, pas tous, ils sécrètent pas tous des cytokines. Et il y a